Bien, alors je vous propose d'initier cette table ronde. Nous allons être ensemble pendant environ 1h15 et la parole est au président de la Commission Développement durable et commerce extérieur, Jean-Luc Ruel. Merci Annie. Donc j'ouvre la table ronde sur les entreprises françaises à l'étranger. Les entreprises françaises à l'étranger sont un atout pour la France. Alors tout d'abord, tous mes remerciements à notre présidente, la présidente des conseils du commerce extérieur de la France, Monsieur Vessier et Monsieur Taïeb, respectivement représentant l'Union des chambres de commerce françaises à l'étranger et également le Comité national des entreprises, du CNCE. Voilà. Alors nous sommes dans un cadre magnifique, puisque c'est le Palais d'Iéna, dont nous profitons pour notre première journée de session. Alors, le thème de notre table ronde, les entreprises françaises, un atout pour la France. De plus en plus de Français à l'étranger créent ou ont créé des entreprises, voire dirigent des entreprises créées par leurs parents, parfois une, deux générations auparavant. Ces entreprises des Français à l'étranger sont à la fois une réalité de plus en plus forte au sein de la communauté des Français à l'étranger et une force économique pour la France. La crise du Covid a été l'occasion d'une prise de conscience plus forte de la problématique, comprendre effets positifs, effets négatifs, des EFE au travers des difficultés rencontrées par certaines d'entre elles. Cela a été également l'élément déclencheur de différentes réflexions sur le sujet. Que sont les entreprises françaises à l'étranger ou les entrepreneurs français à l'étranger? En quoi contribuent-ils directement et indirectement au rayonnement économique de la France? Quels sont leurs besoins, leurs attentes? Pourquoi et comment les aider? Et faire profiter la France de l'opportunité qu'elle représente. C'est un soft power. Autant de questions que notre commission Développement durable et commerce extérieur a souhaité aborder au travers d'une table ronde spécifique à l'occasion des travaux de notre assemblée, des travaux de notre session à l'Assemblée des Français de l'étranger. L'objectif est donc de mieux appréhender la thématique des entreprises françaises à l'étranger, mieux comprendre en quoi elles sont un atout pour la France et faire le point sur les initiatives législatives actuellement en cours, notamment la proposition de loi au Sénat. Cette table ronde s'inscrit dans la continuité d'une première table ronde sur ce même thème, réalisée sous forme uniquement vidéo en avril 2023 par EFE International, les CCE et CCI France Internationale. D'ailleurs, je crois que cette vidéo date plutôt de mars, mais enfin, je vous laisserai vérifier. Alors, j'ai une bonne nouvelle, nous avons tous une bonne nouvelle. Ce matin, le ministre Becht a confirmé que les EFE et, accessoirement, les résidences de repli ont le soutien du gouvernement. Donc, ça devrait peut-être faire avancer les choses rapidement. Alors, des remerciements, EFE International, les CCE, les chambres de commerce France Internationale pour cette mobilisation importante et la préparation de cette table ronde qui est à la fois en présentiel et à distance. La présentation des intervenants du panel, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Monsieur Alain Taïeb, président d'EFE International. Monsieur Taïeb, vous pouvez lever la main? Voilà. Applaudissez Monsieur Taïeb. Monsieur Arnaud Vessier, président de CCI France International. Monsieur Vessier. Et Madame Sophie Sidos-Vicat, présidente du Comité national des conseils du commerce extérieur de la France. Également, deux animateurs de notre commission, Développement durable, commerce extérieur, Madame Annie Réa, qui est ici, et Monsieur Abdelrani Youmni. Il est là. Alors, des remerciements également aux deux EFE qui ont accepté d'apporter leur témoignage vidéo, Monsieur Patrick Nassabal, en Suisse,
et Françoise Billet en Belgique. Alors, elles sont en vidéo, je suppose? D'accord. Applaudissez-les, s'il vous plaît. Alors, à l'issue de cette table ronde et de la clôture de notre première journée de l'AFE, qui interviendra vers 18 h, un cocktail offert par EFE International, les CCE, CCI France Internationale, en partenariat avec la place ENR, nous permettra de continuer nos échanges. Voilà. Donc, vous avez un programme très intéressant jusqu'à 20 h, voire plus. Merci Jean-Luc. Merci Jean-Luc. Alors sans plus attendre, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Cependant, permettez-moi de faire une précision. EFE, qu'est-ce qu'on appelle EFE? Ce sont des entreprises de France, des entreprises créées par des Français à l'étranger, donc des entreprises de Français à l'étranger, surtout à ne pas confondre avec les entreprises françaises à l'étranger, qui elles sont des filiales des grands groupes. Et on parle bien de femmes et d'hommes qui ont fait le choix de créer leur entreprise à l'étranger, qui ont pris de gros risques et qui ont démontré un courage absolu. Alors, on va... Pour cette table ronde, on vous a choisi un panel de personnes qui représentent, bien sûr, pas seulement des institutions, mais également des entreprises. Et je vais commencer à ma droite avec Alain Taïeb. Alain Taïeb, outre, comme le disait Jean-Luc, vous êtes président de FE International, administrateur des conseillers du commerce extérieur de la France, président du conseil de surveillance du groupe Mobilitas, qui est un groupe international de déménagement, de relocation et de l'archivage également. Alors la première question, on parle des EFE comme étant une force économique de la France. Ce matin, le ministre Olivier Becht en a parlé, on en a parlé à plusieurs reprises également. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire qui sont ces EFE, en quoi elles contribuent directement ou indirectement au rayonnement économique de la France, au soft power français, comme on dit? Merci. Bon, je pense que ça marche. J'ai envie de commencer d'abord par tracer le portrait robot d'une EFE, comme on le dirait au ministère de l'Intérieur. C'est quoi cette entreprise? C'est un jeune qui part comme VIE, tout le monde sait ce que c'est que le VIE, qui part à Budapest, qui fait ses 2 années sur place, qui trouve le pays très plaisant, qui se marie avec une Hongroise. 10-15 ans après, il a 40 ans, il est entrepreneur, formé à nos universités, à nos modes de pensée, ingénieur ou école de commerce ou architecte. Et il crée son entreprise à Budapest comme il l'aurait créée à Clermont-Ferrand ou à Paris. Voici la naissance d'un entrepreneur français de l'étranger, voici la naissance d'une EFE. Eh bien, ces EFE-là, telles que constituées, comme je l'ai indiqué, sont nécessairement liées à la France. La personne que j'ai décrite a été formée aux technologies, à la culture, à l'art, à la science, et nécessairement, ce que cette personne va faire dans son entreprise sera en connexion directe ou indirecte avec la France. Soit il véhiculera des technologies françaises, soit il véhiculera des produits ou des savoirs français. Donc le lien entre la France et ces personnes est fort, et pourtant, il a été ignoré pendant très longtemps de façon massive, de la façon dont on est en train de l'approcher aujourd'hui. Ces entrepreneurs sont des relais. Autrement dit, à partir du moment où d'autres entreprises veulent aller s'installer en Hongrie, ces entrepreneurs peuvent les aider à s'installer. Ils peuvent rejoindre le corps des CCE, rejoindre les chambres de commerce. Ils peuvent aider une filiale à s'installer. Ils peuvent donner des conseils et ils peuvent surtout contribuer à travers leur propre succès au succès et au rayonnement économique de notre pays. Quand une entreprise réussit à l'étranger, quand un Français réussit à l'étranger de façon admirable, la probabilité pour que d'autres Français puissent bénéficier de flux parallèles est beaucoup plus importante que si vous remplacez ce Français par un Américain ou un Allemand, où tout son succès va quand même profiter directement ou indirectement aux États-Unis ou à l'Allemagne, ce qui est tout à fait normal. Et il est donc très important que l'on considère cette population différemment aujourd'hui, parce qu'elle contribue beaucoup plus qu'on ne le pense au succès présent et au succès futur.
Merci, merci Alain Taïeb. Alors la seconde question est pour vous, Arnaud Vessier. Alors comme le disait Jean-Luc, vous êtes président de CCI France International, le réseau des 125 chambres françaises à l'international sur 95 pays. Vous êtes cofondateur et président directeur général d'International SOS, qui est pionnier et leader dans la gestion des risques et de santé à l'international, et vous êtes d'ailleurs un exemple d'EFE. Vous nous en reparlerez tout à l'heure. La question, Arnaud, c'est que représentent les EFE à l'étranger et au sein de nos communautés d'affaires à l'étranger? Merci Annie et bonjour à tous. Je voudrais juste dire une chose, c'est que ayant été une EFE et étant devenue une EFE, donc une entreprise de Français à l'étranger qui est après devenue une entreprise française à l'étranger. Là où je suis en désaccord profond avec Alain, c'est que je n'ai pas réussi à épouser une Hongroise. Et ma femme est restée française. Mais donc là, c'est la vraie entreprise de Français à l'étranger. Plus sérieusement, sur la taille, on est aujourd'hui au niveau des estimations. D'ailleurs, c'est en fait tout l'intérêt de ce colloque aujourd'hui, de ce qui est fait autour des EFE, c'est qu'on sait que c'est important, on n'en connaît pas exactement la taille, la substance encore. Et c'est le travail que les CCE, les conseillers du commerce extérieur et les chambres de commerce françaises à l'international entament afin de créer cette image de ce que représentent vraiment les entreprises françaises, de Français à l'étranger. Mais l'idée est la suivante, c'est que il y a à peu près, je crois, 3,5 millions de Français à l'étranger, ce qui serait à peu près le double de ceux qui sont inscrits au consulat. C'est l'estimation générale, mais il y a des marges d'erreur considérables. J'ai vécu à Londres 10 ans. On disait de Londres que c'était la 4e ville française. C'est pas vrai du tout. À Londres, il y a grosso modo 150 000 Français. À l'époque, on disait qu'il y en avait 450 000 ou 500 000. Le sénateur Cadic me contredira certainement. Donc les chiffres sont très imprécis. Mais si on estime qu'il y a 3 millions de Français à l'étranger, on estime aussi qu'il y a de l'ordre de 120 à 130 000 potentiels EFE. C'est à partir de quelques chambres qui ont commencé des recensements et de conseillers commerce extérieur. Et on commence à avoir des idées, mais c'est encore que des idées. Si on continue, on dit qu'il y a 3 à 4 employés par entreprise de Français à l'étranger. On parle quand même de 500 000 personnes. Donc c'est un véritable enjeu. 500 000 personnes qui sont dans une mouvance française très forte, puisque dans une PME, l'impact du chef d'entreprise ou de la chef d'entreprise est considérable. Donc d'où l'intérêt de ramener dans notre itinéraire. Et en plus, ce qu'on sait, moi c'est vraiment une chose que je sais par mon entreprise, on avait à un moment donné 1500 expatriés sur les 14 000 salariés. Quelle que soit la nationalité, les expatriés veulent rentrer chez eux. C'est assez fascinant, sauf s'ils ont épousé, comme le dit Alain, une Hongroise. Mais dans la plupart des cas, et le retour vers le pays d'origine est très fort. Les Australiens, les Américains, et pas que les Français, et nous évidemment. Et donc, si on les a bien mis dans notre système, on va les inciter à investir en France plus vite, à commercer en France plus vite, et à revenir en France dans des bien meilleures conditions. Donc il y a à la fois un bénéfice pour le pays, mais il y a aussi un véritable bénéfice pour les entrepreneurs qui ont créé des entreprises dans des conditions difficiles. Pourquoi difficiles? Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'écosystème de support quand vous créez une entreprise à l'étranger. Vous avez ni la famille, ni les amis, ni les relations professionnelles que vous pouvez avoir quand vous êtes, qu'on a tous dans notre environnement. À l'étranger, vous êtes vraiment tout seul. D'un autre côté, vous êtes plus libre. Donc, et manifestement, cette liberté permet à beaucoup de construire. Merci. Merci Arnaud. Alors, la question suivante, et on est très heureux de vous accueillir, Sophie Sidos-Vika. Vous êtes, comme on l'a dit, présidente des conseillers du commerce extérieur de la France. Pas seulement, présidente du MEDEF Isère, vice-présidente de la holding du groupe Vika.
et présidente de la Fondation Louis Vicat, et comme tout le monde connaît ce groupe international, le cimentier. Alors la question pour vous, elle concerne évidemment directement le commerce extérieur. En quoi nos entrepreneurs français à l'étranger contribuent au commerce extérieur de la France qui est bien en mal, comme chacun le sait? Merci. Alors, je vais continuer ce que tu as dit quand même, Arnaud. Comme tous nos Français à l'étranger adhèrent à la caisse des Français à l'étranger, quand ils reviennent en France, c'est beaucoup plus facile pour eux. Hein, parce je dis ça parce que nous avons dans la salle notre président de la caisse des Français à l'étranger, mais souvent assez méconnu de nos entreprises des Français à l'étranger. Merci à toi. Alors, quel est l'intérêt? En fait, moi, quand j'ai été élue présidente des CCE, des conseillers du commerce extérieur de la France, quel est notre but principal? Les CCE. Les CCE, c'est 4500 chefs d'entreprise ou responsables de l'export, dont 85% sont à l'étranger. Notre premier but, c'est quoi? C'est de faire réduire la balance de la France. La balance aujourd'hui déficitaire de la France de 162 milliards. Comment est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer? Un moyen très simple, les EFE. Je pense que tu seras d'accord avec moi, Alain, et toi aussi, Arnaud. Ces EFE, c'est ce potentiel d'entreprises françaises à l'étranger qu'on n'a pas bien évalué, qu'on ne connaît pas très bien. On ne sait pas s'il y en a 130 000, si c'est 3 millions de Français. On ne sait pas très bien ce qu'elles importent, ce qu'elles exportent. Tout ce qu'on sait, c'est que ce sont des chefs d'entreprise, des Français, qui sont à la tête de ces entreprises-là et qu'elles font de l'import-export avec la France. Donc ça, c'est quand même une manière d'améliorer notre balance très rapidement et de façon assez immédiate. On peut aussi imaginer ce patron qui est basé à l'étranger, alors peut-être on prend le tien ou on prend un autre, hein, qui décide d'implanter son entreprise en France. Il est français, il a une entreprise au Sénégal, et puis il décide c'est un peu de chose France, il décide de venir se développer en France et développer une filiale en France. Donc ça aussi, c'est assez génial pour nous parce que ça va nous amener des capitaux français chez nous et on pourra encore se développer et on pourra encore mieux améliorer notre balance. Parce que quel est le problème aujourd'hui? C'est le fait que la France est complètement désindustrialisée. On a la chance d'avoir ce magnifique programme France 2030 pour aller plus vite, pour nous réindustrialiser, pour pouvoir exporter des produits décarbonés plus facilement. Mais grâce aux EFE, on peut aussi aller plus vite avec eux en les amenant chez nous. Donc la première chose qu'il faut qu'on fasse, je pense, c'est d'abord les identifier, les comptabiliser. Et ça, pas évident à le faire. Les mieux placés pour nous, c'est les chambres de commerce, les CCIFI à l'international, les CCE, parce qu'on est répartis dans 150 pays différents dans le monde. Et là, je pense qu'ensemble, avec Business France, parce qu'on fait tous partie de la team France Export, peut-être pour nous aider, bien sûr les serres et les ambassadeurs qui auront vent et puis vous, évidemment, parce que autrement on ne serait pas là aujourd'hui, pour essayer de les comptabiliser, de savoir combien il y en a. Alors en effet, certains veulent pas, français ne veulent pas dire qu'ils sont français à l'étranger. Comme toi, tu l'as été, ou tu n'as peut-être pas voulu le dire, mais c'est important qu'on sache combien il y en a qui sont à l'étranger, parce qu'au moins on a des vrais chiffres, et puis on sait qui va voter pour ces élections. Enfin, on arrive à les dénommer. C'est important de savoir combien de Français habitent dans le monde entier. Donc voilà pourquoi je pense que c'est important de se battre pour ces EFE, pour les faire reconnaître, pour être sûr d'abord qu'elles apportent bien des produits français, parce que je vous donne un exemple, une entreprise qui créerait une pizza au Sénégal, même si le patron est français, il ne sera pas EFE. Hein. Ce n'est pas parce qu'il est français qu'il sera EFE. Il sera EFE parce qu'il fera du commerce avec la France. Donc ça veut dire qu'il apportera de France des produits français, du Bordeaux, il n'ouvrira pas une pizza, mais il ouvrira un restaurant français. Il faut faire très attention. Alors, comment est-ce qu'on les sélectionne? On ne les sélectionne pas comme ça. On a un comité de sélection qui est assez important, qui passe par les mailles des chambres de commerce internationales. Si la chambre de commerce dit non, il ne sera pas EFE. Par nous, les CCE, où on fait une analyse de chaque cas, on regarde précisément ce que fait l'entreprise. Et puis, une fois que tous les deux, on s'est accordé à dire oui, on peut demander un avis de l'ambassadeur, on peut vous demander à vous un avis pour savoir si vous êtes d'accord avec nous. Et puis après, il passera chez Alain, il fera partie, il sera dans les EFEI. Alain, comme tu es plus ancien dans la maison et que tu es aussi administrateur chez moi, tu peux me contredire si je me trompe, parce que tu sais que je suis assez nouvelle dans la maison. Hein. Je ne ferai jamais en public. Hein. N'hésite pas. N'hésite pas. Donc voilà, pour essayer de plaider cette cause des entreprises françaises à l'étranger, je crois qu'elle est indispensable. Si on en a 130 000 dans le monde et si on oublie de les comptabiliser dans notre balance, c'est un peu dommage de se faire sans arrêt engueuler et de dire qu'on est très mauvais alors qu'on n'est peut-être pas si mauvais que ça. On oublie aussi tous les services qu'on ne comptabilise pas dans ces chiffres. C'est à peu près 50 milliards de bénéfices. Donc ça, on les oublie aussi. Ça éviterait peut-être de se faire engueuler toute la journée et de nous dire qu'on est mauvais. Je pense qu'on a besoin, nous, les entreprises françaises, d'avoir un peu de fierté. Chaque fois qu'on se déplace à l'étranger, je pense que vous n'allez pas me contredire, on est toujours bien accueillis.
Et simplement, quand on rentre chez nous dans notre pays, c'est l'inverse. Chez nous, on n'arrête pas de se faire engueuler, on n'est jamais bon, on a des grèves, on a une image déplorable quand on est en France, alors qu'à l'étranger, on est vraiment les meilleurs. Donc, ce serait pas mal de mettre à l'honneur ces EFE. Voilà, j'étais un peu plus longue que mes... Non, c'était très intéressant. Merci Sophie d'avoir justement précisé qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce que c'est qu'une EFE, quel est ce statut. Alors Arnaud Vessier, j'aimerais aussi vous savoir, c'est un sujet dont on parle beaucoup aujourd'hui, en particulier en France, c'est la question des reprises et transmissions d'entreprises. Ça, c'est vraiment le caillou dans la chaussure, si je peux dire, des fondateurs des entreprises. Et là, dites-nous, parce qu'à certains moments, il y a aussi un besoin de revenir en France, donc dites-nous en plus sur ce sujet-là de la transmission, de la reprise et de la transmission d'entreprises des EFE. Oui, c'est un des aspects qui est très nouveau d'ailleurs, ce qui a changé énormément au cours des 20 ou 30 dernières années, c'est que le monde des affaires étant devenu beaucoup plus financier qu'auparavant, la pression à la transmission d'entreprise est beaucoup plus forte qu'avant. Et donc, il y a toute entreprise qui marche bien et continuellement courtisée pour être reprise. Et puis alors, il y a les entreprises où le chef d'entreprise arrive naturellement à la fin de sa carrière et envisage de la céder. Mais cette cession des entreprises est aujourd'hui quelque chose de vraiment continuel. Et d'ailleurs, les entreprises qui grandissent sont celles où le chef d'entreprise a refusé de vendre. Et d'ailleurs, c'est un des problèmes auxquels on fait face en Europe, c'est que les chefs d'entreprise vendent plus vite, par exemple, que les chefs d'entreprise aux États-Unis qui tiennent plus longtemps, et donc créent des groupes plus grands. On voit bien qu'en France, il y a maintenant tout un système de reprise, en particulier de PME, qui est assez solide, qui là aussi n'existait pas il y a 20 ans. Si vous allez à HEC, vous avez des cours sur la transmission d'entreprise, la reprise d'entreprise. Il y a des clubs où on vous apprend à le faire. Il y a maintenant des investisseurs qui sont spécialisés dans ce type d'actifs. Donc il y a tout un écosystème et il faut amener nos EFE dans cet écosystème, puisqu'on a intérêt à ce, encore une fois, comme le disait Sophie, ceux qui font du commerce avec la France, ou bien ceux qu'on a amenés à faire du commerce avec la France, il faut absolument les garder avec nous. C'est un actif où en plus il n'y a pas eu d'investissement français, donc le retour sur investissement est considérable. On a mis 0 et on a un retour. Donc il faut absolument les attirer dans notre écosystème. Il existe. Et là, c'est un peu le rôle de nous tous, mais certainement des CCIFI et des conseillers du commerce extérieur, de créer cet appétit pour nous connaître et comprendre les opportunités qui existent dans le domaine de la cession d'entreprise, comment monétariser de la façon la plus favorable quelque chose qui a été créé par un entrepreneur. Merci, merci Arnaud. Alors je vous propose d'écouter le témoignage de notre première entreprise, alors entreprise qui s'appelle Welsia. Elle se trouve en Suisse, elle a été créée par Patrick Nassabal, et qui en est le président, le fondateur, et elle opère dans la distribution de produits cosmétiques bio, également de produits d'automédication et de produits naturels. Donc elle est en lien avec toutes les pharmacies, tous les professionnels de ce secteur. Allons-y, si on peut lancer la vidéo, merci. Alors, me semble-t-il que ça c'est la deuxième. Il y a de cela 6 ans, nous nous sommes penchés sur une problématique que rencontraient les hôteliers du monde entier. La nécessité de se digitaliser tout en n'ayant aucune connaissance informatique. Alors ils avaient tout un tas d'outils, une véritable usine à gaz. D'un côté un site internet sur lequel ils n'avaient pas la main, de l'autre un système de réservation, et en plus de cela un système différent pour gérer les arrivées et départs. Nous avons donc décidé de créer le premier outil tout en un pour simplifier le quotidien des hôtels indépendants du monde entier. Donc le challenge était international, on devait par conséquent chercher une ville avec un écosystème dynamique, mais surtout qui nous permettait de recruter des profils de toute nationalité et dans tous les domaines. C'est ça qui nous a amenés à Barcelone.
qui est un environnement très propice pour attirer des talents et surtout de tout niveau. Amenities a été créé il y a maintenant 6 ans. Donc on a démarré la société, nous étions 3, les 3 associés, mes 2 cofondateurs ayant développé la plateforme eux-mêmes la première année, pendant que je contactais et démarchais les premiers hôtels indépendants. C'était un moment absolument fabuleux puisqu'on a vraiment construit l'outil Amenities exclusivement par rapport au retour client que nous avions. Donc en réalité, on peut dire que ce sont les hôteliers indépendants qui ont construit Amenities et qui font en fait d'Amenities ce qu'elle est aujourd'hui. Nous avons rapidement eu plusieurs centaines d'hôtels qui nous ont fait confiance, ce qui nous a permis d'avoir un business angel qui nous a fait confiance, Pierre-Édouard Sterrin, le fondateur de Weekend Desk et de Smartbox, qui connaissait donc parfaitement le milieu de l'hôtellerie dans lequel nous évoluons. Cette marque de confiance a évidemment changé le cours de l'histoire d'Amenities. Ça nous a permis de recruter nos premiers collaborateurs. Tout est allé très vite et nous avons décidé de lancer d'autres marchés européens qui étaient confrontés eux-mêmes aux mêmes difficultés en fait que les hôteliers français. Le plus gros challenge d'Amenities a toujours été de bien gérer la croissance. Nous avons un product market fit dès le premier jour, ce qui est très rare. Et depuis, nous avons dû gérer la forte croissance de la société. Un des autres challenges a toujours été également le recrutement. Étant extrêmement ambitieux, nous avons toujours cherché à recruter les meilleurs talents tout en faisant grossir les équipes rapidement. Nous avons également vécu la période Covid, qui a été une période on ne peut plus particulière pour tous, mais qui pour Amenities a été un des moments de plus forte croissance. Les hôteliers étaient en réalité très disponibles, car hélas fermés, et demandeurs de changements dans leur établissement. Plus près que jamais, en réalité, à optimiser leur commercialisation et revenus pour le retour proche à l'activité. L'ouverture de chaque marché, enfin, a eu son petit lot de surprises au début. Il faut aller vite, il faut s'adapter à la culture, aux obligations légales. C'est toujours un moment extrêmement excitant, mais particulièrement challengeant. Aujourd'hui, Amenities, c'est plus de 10 000 hôtels qui nous ont fait confiance, accompagnés par une équipe basée à Barcelone de plus de 300 personnes et de plus de 30 nationalités. Donc on travaille donc avec des hôteliers français, espagnols, mais également portugais, italiens ou encore anglais. Il y a de cela un mois, nous avons ouvert un 2e bureau à Medellín pour développer toute l'Amérique latine, qui a un marché extrêmement porteur et rempli d'hôteliers qui ont besoin d'un outil tel qu'Amenities. Concernant nos liens avec la France a été notre premier marché. C'est le marché historique d'Amenities. C'est d'ailleurs en France que nous avons la majorité des propriétés avec lesquelles nous travaillons, que ce soit en France métropolitaine ou en Outre-mer. On a donc un impact très fort sur ce marché puisque l'on permet à des milliers d'hôtels français d'optimiser leur commercialisation, leurs revenus et leur rentabilité. Par ailleurs, je suis vice-présidente de la French Tech Barcelone, notre mission étant d'aider les boîtes françaises à s'installer et se développer à l'international. Nous les accompagnons dans leurs installations et faisons en sorte qu'elles puissent générer de la valeur pour la France depuis l'étranger. Bravo, un bel exemple de FE et dont effectivement nous pouvons être fiers et nous en avons de très beaux exemples. Je voudrais maintenant, alors à Arnaud et à Alain, vous poser la question, on en a parlé, enfin on a évoqué toutes les EFE, qu'est-ce qu'elles sont, qui sont-elles, etc. Mais de quoi ont-elles besoin? De quoi ont-elles besoin et qu'est-ce qu'on peut faire pour elles? Alain d'abord, oui, peut-être Arnaud après. En fait, ce qui est fondamental dans cette question, c'est de savoir ce qu'on peut faire pour ces entreprises qui ont, comme on l'indiquait, été ignorées collectivement pendant très très longtemps. Il n'y a que depuis la crise du Covid, vraiment, où le problème est devenu plus visible et que ces entrepreneurs ont commencé à envoyer des signaux pour qu'on puisse reconnaître leur existence, leurs problèmes et leur rôle, ou voire même leur succès. Et donc c'est vrai qu'on a intensifié énormément, donc c'est quand même parti
fondamentalement des CCI et des CCE, cette initiative du secteur privé qui avait une réponse à apporter là où l'État ne dispose pas d'outils pour pouvoir répondre aux différentes questions. Donc, une des premières choses que l'on a faites déjà, c'est de donner l'accès au VIE, puisque les entrepreneurs français de l'étranger, n'ayant pas de base française, ne pouvaient pas juridiquement se voir affecter des jeunes diplômés français, puisque le rôle de Business France est de les envoyer à des entreprises françaises qui elles-mêmes les détachent à leurs filiales. On a créé un montage qui provient effectivement de la capacité d'imagination et d'innovation du secteur privé dont on fait partie. On est beaucoup plus libre dans nos actions que ne l'est le secteur public. On a créé des solutions qui ont permis, au jour où on parle, à une 50aine de jeunes de partir vers des postes à l'étranger. Ils ne seraient jamais partis sans cette initiative. Première des choses. Deuxièmement, ce que veulent les EFE, ce sont, et Arnaud l'a dit, quand on commence son entreprise ou on la vit à l'étranger, on est dans un environnement qui n'est pas le même, les sujets de financement. On peut avoir à gérer une crise, la crise de la Covid, la crise de l'Ukraine, la crise du Mali. On peut être dans une situation extérieure dramatique qui fait que pendant 3 mois, 6 mois, on a un vrai problème et on n'a pas un environnement qui peut vous aider. Donc situation de crise, situation normale où on a besoin de crédits moyen et long terme pour refaire son restaurant, refaire son hôtel, lancer un plan marketing, où on a besoin de 100 ou 200 000 euros. Le banquier ne nous connaît pas et le banquier français fait semblant de ne pas nous connaître. Donc là aussi, on a un vrai problème de financement de ces 130 000 entrepreneurs. On a besoin qu'elles réussissent leur croissance, on a besoin qu'elles progressent de façon à générer encore plus de flux avec la France. Et enfin, la troisième composante, c'est essayer de trouver des opérateurs financiers qui vont dire, là, il y a quelques pépites qui sont en train de cartonner complètement, qui réussissent énormément, qui ont besoin de lever des fonds. On va se spécialiser dans des levées de fonds vers ces entrepreneurs dont le siège social n'est pas en France. Ce que je viens d'expliquer, on y travaille. CCE et CCI, on a des groupes de travail qui se penchent là-dessus, qui discutent avec les banquiers français, qui discutent avec énormément d'opérateurs pour pouvoir trouver, pas forcément créer, mais trouver des solutions qui existent et les façonner aux besoins des EFE. Pourquoi cela? Parce que si on veut que ces EFE sortent de l'anonymat, si on veut qu'elles se manifestent et qu'elles nous rejoignent, il faut leur apporter des réponses, clairement. Au même titre que vous-même, élus de la nation, vous apportez des réponses aux citoyens qui vous ont élus et qui ont des problèmes d'ordre humain. Ben, notre rôle à nous, c'est d'apporter des solutions au réseau d'entrepreneurs parce que telle est notre spécialité. Donc ça fait partie effectivement des choses sur lesquelles on travaille. Et enfin, créer un réseau, si on arrive à faire sortir ces 130 000 entrepreneurs de l'ombre, créer un réseau avec la France qui leur permette aussi de mieux commercer encore avec la France, de mieux acheter avec la France, de mieux trouver des prestataires de toutes sortes avec la France, et donc créer un lien économique entre les opérateurs de France les opérateurs français de l'étranger, tout ceci allant dans le sens de l'amélioration de notre commerce extérieur. Et pour vous, élus de la République, ça va aussi dans le sens du bien-être. 130 000 entrepreneurs en bonne santé à l'étranger, c'est, comme l'a dit Arnaud, 1,5 million de Français qui ont leur fiche de paye tous les mois, qui sont stabilisés, qui sont satisfaits. Et vous savez très bien que vous avez à traiter des problèmes de toutes sortes, y compris des problèmes sociaux, et que l'une des solutions des problèmes sociaux, ça reste l'emploi. Voilà. Merci, merci Alain. Arnaud, un complément? Je voudrais illustrer ce que vient de dire Alain. Quand j'ai démarré International SOS avec le Dr Herm, on a démarré à Singapour et on n'avait pas de banque. Et sans banque, on avait un peu de capital, pas des montagnes, mais un peu de capital, mais sans banque, c'est quand même très compliqué de fonctionner. Et il se trouve que un ami de la famille de Pascal était un ami du directeur de la BNP à Singapour. Et donc, on a eu notre compte ouvert à Singapour et on a eu notre première ligne de crédit qui était extrêmement modeste, parce que je crois que c'était à l'époque 100 000 francs. Et, mais évidemment garantie perso. Donc, donc le risque était assez faible côté banquier, mais parce que c'était très utile. Et aujourd'hui, il est encore plus difficile d'ouvrir un compte en banque que ça ne l'était à l'époque. Aujourd'hui, ouvrir un compte en banque dans un pays étranger, quand on n'est pas un résident du pays, enfin, quand on n'est pas un citoyen du pays, c'est devenu diabolique partout. Donc, vraiment, l'idée qui est une reconnaissance est quelque chose de très réel, et l'idée qu'on puisse avoir certaines appui des banquiers sur des sommes souvent très modestes où le risque est très faible pourrait être une chose très favorable. Et puis on est en France. En France,
on aime les statuts. On ne peut pas vivre sans statut. Donc, il faut créer un statut, il faut créer un label. Alors, en ce moment, il y a des conversations très importantes sur quel devrait être le nom exact. Je sais qu'il y a eu des conversations avec certains législateurs du Sénat et de l'Assemblée nationale sur les noms possibles pour ces EFE. Alors, il y avait... Là, on est très bon en sémantique en France, donc les possibilités sont innombrables. Mais c'est important, il faut, tant qu'il n'y aura pas un statut et un label, on n'aura pas complété le travail. Il ne faut jamais oublier que nous sommes de culture française. Moi, je vais compléter ce que tu as dit, Arnaud, et puis Alain. J'ai un exemple très particulier, puisque c'est mon exemple. Quand je suis partie habiter aux États-Unis, j'ai voulu, alors là, ça contribue un peu à la diversité, mais monter une petite entreprise d'import-export de porcelaine. Et quand on n'a pas d'historique crédit aux États-Unis, demander à une banque de vous prêter quelque chose, c'est niette. C'est 500 $ par mois. Alors comme j'avais déjà 4 enfants, je peux vous dire que les 500 $, ça passait pas dans l'entreprise, mais plutôt dans la famille. Donc là aussi, cette question diversité, elle est importante pour monter son entreprise. Quand on est français à l'étranger, si en plus on peut plus facilement avoir le label France, c'est peut-être plus facile de s'exporter avec un label France et de pouvoir emprunter si on a un fonds qui peut être dédié aux EFE. Là, je pense qu'on a plus de facilité pour pouvoir se développer plus rapidement. Merci à vous trois de le rappeler, c'est important. J'aimerais aussi dire que parmi nos collègues conseillers à l'AFE, beaucoup aussi d'entre nous sont EFE, entrepreneurs français à l'étranger, ont eu ce courage de sauter le pas et donc ont rencontré toutes ces difficultés. Donc c'est la raison aussi pour laquelle c'est important de vous impliquer et j'espère que vous aurez aussi des questions à nous poser. Alors on va écouter le deuxième témoignage, également une femme, Françoise Billet, qui a fondé et qui est managing partner d'une entreprise qui s'appelle Les Confidents et elle opère dans le sourcing. Elle est spécialisée pour l'architecture et architecture d'intérieur et sans plus attendre, nous allons l'écouter. Après plus de 18 ans d'expatriation, nous avons décidé avec mon mari de revenir en Europe. Nous habitons à Bruxelles depuis plus de 13 ans avec nos 3 enfants. Alors, fort de mon expérience à l'international, où j'ai toujours travaillé pour le développement des PME à l'export, dans différents pays, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud ou encore les Émirats Arabes Unis, j'ai pu faire 2 constats. Le premier, c'était la reconnaissance et la notoriété des savoir-faire français à l'international. Et le deuxième constat, c'était la difficulté pour ces PME de développer et de pérenniser un courant d'affaires. Alors j'ai attendu d'être revenue en Europe pour créer avec mon associé la société Les Confidents. L'objectif de cette société est d'être véritablement le bras droit à l'export pour les PME françaises, n'ayant pas toujours la possibilité structurellement d'avoir un service export. L'idée, c'était d'être basé en Europe pour être près de ces manufactures et de créer des antennes à l'international pour les aider à se développer au grand export et avoir un relais local. Donc à l'origine, nous avons créé différentes antennes en Russie, aux États-Unis, au Japon, aux Émirats Arabes Unis. Pendant 2 ans, nous avons sillonné toute la France pour visiter des ateliers. Et puis en 2016, nous avons créé notre structure en Belgique. Bien que notre vocation était de développer un courant d'affaires au grand export pour ces sociétés, certaines nous ont demandé de nous intéresser également au marché belge. Je suis donc responsable plus particulièrement de la Belgique et du Luxembourg. Alors tout le monde a entendu parler de la complexité politique et linguistique de la Belgique, mais bien au-delà de ces complexités, la véritable difficulté est la multiplication de micro-marchés. Effectivement, rien n'est centralisé à Bruxelles
Et il faut très bien connaître le régionalisme. Chaque région a une identité culturelle très forte et je dirais quasiment chaque ville. Donc, ce qui implique énormément de déplacements, que ce soit à Gand, Anvers, Knock, Courtrai. Dans notre secteur, le pouvoir d'achat est principalement concentré en Flandre et la Flandre n'est pas particulièrement tournée vers les zones francophones. En revanche, si on arrive en faisant profil bas, on est toujours très bien accueilli et on est rapidement mis en contact avec les décisionnaires. Le lien avec la France, il est totalement évident pour nous. Je dirais même qu'il fait partie de l'ADN de notre société, en positionnant l'offre française des manufactures d'exception auprès des prescripteurs étrangers. Nous travaillons également en collaboration avec la Fédération de l'ameublement français sur différentes missions, comme de la remontée d'informations marché, de l'organisation et d'accompagnement de délégations d'acheteurs et de prescripteurs étrangers sur les salons français, de visites d'ateliers et de showrooms. Et je suis également conseillère du commerce extérieur de la France depuis 4 ans au comité Belgique. Je suis vice-présidente dans l'objectif d'aider les PME françaises à s'exporter. Très beau témoignage de dynamisme. Avant de passer aux questions et réponses qui sont plutôt réservées aux élus AFE, je voudrais vous poser une dernière question à tous les trois, parce que tout à l'heure Sophie en a parlé, les EFE échappent à tous les radars et on a du mal à les repérer, à les identifier, et donc vous, ensemble, vos institutions sont en train de mener des initiatives et des actions pour justement aller à leur rencontre, les recenser, les identifier, mieux les connaître. Voilà, dites-nous un petit peu ce que vous entreprenez depuis déjà quelque temps. Merci. On a commencé ce vaste chantier déjà depuis quelques mois. Moi, quand je suis résident à Londres, j'ai rencontré le consul de France et je lui ai demandé de nous aider en envoyant une circulaire avec son news à tous les Français de Grande-Bretagne pour leur demander effectivement de se dévoiler, d'indiquer s'ils étaient entrepreneurs français de l'étranger. Il y a le réseau des CCE qui, bien évidemment, lui-même rayonne et puis peut capter. Mais il y a 70 CCE en Grande-Bretagne, on ne va pas trouver des milliers d'entrepreneurs. Il y a surtout les chambres de commerce, bien évidemment, qui, elles, ont un nombre d'adhérents qui est beaucoup plus important. Mais on a besoin des élus. Je pense que voilà, cette réunion, pour moi, en fait, je vais dire la raison pour laquelle je suis venu, c'est que vous devez contribuer à ce recensement. Vous et tous ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, les 400 élus consulaires sont sur le terrain. Du matin au soir, toute l'année, vous êtes avec des Français, qu'ils soient dans la détresse, qu'ils soient dans le succès, qu'ils aient des problèmes sociaux, politiques ou qu'ils soient entrepreneurs. Vous avez la capacité de nous aider également. Je pense que tous ensemble, il faut qu'on contribue à ce recensement. Il est absolument vital. Il a lieu. On a lancé en Côte d'Ivoire ce recensement. La mission économique nous avait dit on a 300 ou 400 entrepreneurs français de l'étranger. Quand on s'est tous mis en marche, on en a trouvé 2000. Donc il est clair qu'il y a un travail à faire qui doit dépasser les services de l'État, qui ne peuvent voir que ce qui est dans le radar, c'est-à-dire ceux qui se sont déclarés. Or, vous savez très bien que dans beaucoup de pays, il y a des Français qui ne se sont pas inscrits et qui ne cherchent pas forcément à se faire connaître parce qu'ils ont bien réussi, qu'ils ont créé leur entreprise et qu'ils ont réussi sans l'aide de personne et qui se disent « je ne demande rien, qu'on me fiche la paix ». Alors qu'on a effectivement besoin d'eux et on a besoin de les reconnaître aussi et puis de souligner les succès. Il ne s'agit pas que d'aider des gens qui sont dans l'aide, il s'agit peut-être aussi de délivrer quelques légions d'honneur à des gens qui ont fait des choses absolument formidables et qui ne la demandent pas. Il y a besoin de reconnaissance de ces Français de l'étranger. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Le recensement est vital et je considère que les élus que vous êtes devez nous aider. Merci Alain. Arnaud et Sophie, ou Sophie Arnaud? Oui, la spécialité des Français, souvent, c'est d'être dans leur silo et de ne pas regarder à côté. On a la chance de pouvoir travailler tous ensemble avec les CCIFI, les CCE, les ambassadeurs, les CER, et puis avec vous,
nos élus. Donc ça, c'est intéressant de vous avoir avec nous pour qu'on puisse travailler ensemble. C'est peut-être déjà le cas hein, sur le terrain, parce que je ne suis pas dans les 150 pays en même temps. Il y a des pays où ça se passe très bien. Je pense en Tunisie, par exemple, on a recensé à peu près 300 EFE. On n'a que 50 CCE, mais on arrive en travaillant tous ensemble à avoir ce reflet exact de la situation. Je pense qu'on aura exactement ce reflet grâce à vous, parce que vous êtes sur le terrain. Maintenant, il faut qu'en effet, CCE, on travaille aussi avec nos élus un peu plus. Souvent, vous êtes assez demandeurs et peut-être qu'on ne vous écoute pas assez dans certains pays ou dans d'autres trop. Mais moi, je suis là pour ça. Donc après, pendant le cocktail, vous pouvez venir me voir ou vous pouvez me retrouver sur les réseaux. Il n'y a pas de sujet pour qu'on travaille ensemble. Poursuivre sur ce que viennent de dire Alain et Sophie, et qui est essentiel, il faut qu'on passe du concept aux données. Et aujourd'hui, on a encore des données de très mauvaise qualité. On a vu aux Émirats où les conseillers et les chambres ont démarré un recensement, un nombre de FE bien supérieur à ce à quoi on s'attendait. Donc vraiment un résultat assez spectaculaire. Je crois qu'on en a 4 ou 500, je crois, Charles me contredira comme d'habitude, mais Charles étant le délégué général des chambres de commerce, donc celui qui dit au président de chambre de commerce ce qu'il faut dire. Et mais on était vraiment surpris de voir à quel point on pouvait en trouver plus que ce qu'on imaginait. Donc il faut créer cette carte, il faut créer cette... Et une fois qu'on aura des données de qualité et fiables, on peut démarrer des tas de politiques. Mais créons cette carte mondiale. Je crois qu'on est très avancé là-dessus. C'est vrai qu'on a besoin de vous tous et que c'est un travail qui va prendre quand même un moment. Hein. Donc il faut aussi de la patience et de la persévérance. Merci, merci à vous trois. Alors c'est très important effectivement de les recenser et je crois d'ailleurs que c'est aussi prévu dans la proposition de loi qui a été votée au Sénat. Donc ça, on en reparlera. Maintenant, je vous propose de passer aux questions réservées aux élus AFE. Thierry Consigny. Oui, bonjour, Thierry Consigny, CCE Japon. Dans mon pays, mais je pense que dans beaucoup d'autres pays représentés ici, on a par exemple French Founders, on aura aussi French Tech qui a été mentionné par la présidente, ou Freelance, souvent des associations de professionnels qui ne voulaient pas être dans la chambre de commerce parce que le membership est trop onéreux et on doit payer à chaque activité. Donc, prévoyez-vous des accords de réciprocité avec ces maillages qui existent déjà à l'étranger et quels sont les services attractifs que vous pensez leur offrir pour croître peut-être le réseau beaucoup plus rapidement? Je pense que clairement, ça ne sert à rien de réinventer ce qui existe déjà. Moi, j'étais au Vietnam pour un congrès des CCE. Une association des EFE existait déjà. Ils avaient créé effectivement un club d'entrepreneurs français de l'étranger qui existait. Donc il ne s'agit pas de réinventer des choses qui existent, il s'agit de les prendre telles quelles en disant on vous prend, vous êtes une centaine dans ce club et donc vous venez adhérer à ce projet. Donc tout ce qui existe déjà et qui fédère des entrepreneurs français de l'étranger, pour moi c'est transparti, ça va dans le bon sens et il s'agit de les contacter. Donc on doit les recenser. Ces organisations que tu viens d'indiquer là, il va falloir qu'on les contacte les unes après les autres et qu'on les inscrive dans ce schéma. Plutôt que d'inscrire dans un schéma 400 entrepreneurs, si on inscrit 2 ou 3 organisations qui les regroupent, c'est encore beaucoup plus facile pour nous. Alors c'est vrai que la chambre de commerce, pour nous, est centrale, mais on comprend qu'effectivement, peut-être que tout le monde ne veut pas y aller pour l'instant, mais effectivement, on travaille la main dans la main, et tous ceux qui doivent adhérer à la chambre de commerce pourront le faire. En tout cas, on les incitera à le faire, mais ce ne sera pas forcément une condition sine qua non. Donc moi, je suis très satisfait d'entendre cela. Si dans tous les pays, on vient nous voir avec des organisations, même si c'est une organisation de joueurs de pétanque, on a 400 EFE qui jouent à la pétanque, c'est parfait, on les accepte dans notre collectif, et ça nous fera gagner un temps fou. Il faut que les boules soient fabriquées en France. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on leur donne de plus? L'intérêt d'être un EFE, c'est que déjà, on peut avoir un VIE.
Et plus on pourra les recenser, plus on va en avoir, plus on pourra avoir des choses à proposer. Nous, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir le label France déjà sur les EFE, après de pouvoir développer ce fonds pour pouvoir les aider en cas de crise. Et puis on pourra aller plus loin si on arrive en effet à avoir un grand recensement. Si on recense 3200 EFE, on n'ira pas très loin. Si on en recense 130 000 et qu'on représente 3 millions de personnes, ça va changer en effet beaucoup de choses pour nous. Oui, tout à fait. Et le fait qu'il y ait différents organismes, c'est très bien. Bien sûr, pour moi, je souhaite qu'il y ait le maximum de FE qui s'inscrivent aux chambres. Mais il ne faut pas avoir une vision bureaucratique du système. Il faut qu'il y ait des tas d'organisations. Plus il y a d'organisations, plus on arrivera à attraper l'ensemble du système. Donc, moi, je trouve qu'il ne faut surtout pas voir la multiplicité des organisations comme un négatif. D'ailleurs, on sent côté gouvernement toujours une tendance à essayer d'avoir un système unique avec une seule façon de faire du commerce. Et ce n'est pas du tout mon point de vue. C'est au contraire, il faut pouvoir faire du commerce de façon ouverte. Il y a 2000 façons de se mettre dans des clubs, dans des associations, dans des chambres de commerce, et enfin de faire des affaires. Merci. Alors, nous avons 3 autres questions en attente. Pierre Lavéan. Et puis, 2 autres. D'accord, 3 autres. Oui, Madame, Abraham et Laurence. Allez-y, Pierre. Merci beaucoup pour cette occasion organisée par la Commission du développement durable et du commerce extérieur. Je vois faire plus pour le commerce extérieur de la France, mais peut-être pas le faire à tout prix. Nous avons eu, juste avant vous, une présentation sur le rapport du GIEC. Et je ne peux m'empêcher de penser à l'accueil de Jean Jouzel aux universités d'été du MEDEF, où on lui a rétorqué, venant d'un patron d'une entreprise très polluante, qu'il était en dehors de la vie réelle. Vous qui avez une vue globale des EFE, est-ce que vous avez le sentiment que les entreprises des Français de l'étranger sont aussi en dehors de la vie réelle, ou qu'elles s'impliquent plus depuis un certain temps maintenant que l'on connaît bien les problèmes climatiques, si elles s'impliquent plus à limiter le réchauffement climatique? Merci. Merci. Qui répond à la question? Arnaud? Oui. Vas-y, devant. Ouais, écoutez, moi je pense qu'on s'intéresse tous au réchauffement climatique, hein, enfin aujourd'hui, ou alors on vit pas dans le même monde. Hein. En plus, moi je me sens quand même particulièrement concernée, fabricant du ciment. Bon, je pense que c'est quelque chose qu'on connaît, on est quand même émetteur de CO2 et c'est quelque chose aujourd'hui qu'on essaye de réduire, qu'on soit en France ou dans les 12 pays étrangers dans lesquels on est. Notre priorité, c'est la réduction du CO2. On peut y arriver en se transformant, évidemment, de différentes façons, soit en ayant des transports qui vont diminuer ce CO2 avec de l'électricité ou de l'hydrogène vert, soit en diminuant le taux de clinker, soit en récupérant notre CO2 en le mélangeant avec de l'hydrogène pour faire du méthanol, pour faire avancer les bateaux ou voler les avions. Tout ça, ça demande des gros investissements, évidemment, et je pense qu'on soit en France ou à l'étranger, on en est parfaitement conscient de la même façon. Si on peut exporter des produits décarbonés, je ne vois pas où est le problème. Il faut aussi vivre avec son temps et pas vivre au Moyen-Âge. J'espère bien qu'on va tous se moderniser et qu'on va décarboner et qu'on va réduire peut-être certaines choses qu'on n'avait plus besoin d'exporter, les produire, les délocaliser, les produire à l'étranger, ou inversement, des choses qu'on produit à l'étranger, bien les produire un peu plus chez nous aussi. Mais voilà, pour ma vision de l'étranger. Oui, et juste pour ajouter une remarque, j'ai vécu 31 ans à l'étranger, aux États-Unis, à Singapour et à Londres. En fait, quand on vit à l'étranger, on est le reflet du pays dans lequel on est. Donc, les Français de l'étranger, ils ne sont pas différents des autres hommes d'affaires dans les pays dans lesquels ils fonctionnent. D'ailleurs, sinon, ils ne marcheraient pas. Donc, quand vous êtes dans un pays qui est très impliqué dans le changement climatique, le Français de l'étranger va l'être, mais il ne va pas être un apôtre dans les pays où ce n'est pas le sujet. Donc moi, je ne crois pas que là, pour le coup, il y ait une spécificité française de l'étranger sur ce problème. C'est la spécificité du pays dans lequel les gens travaillent.
On est en face de cadres réglementaires différents. Donc chaque EFE a un cadre réglementaire qui est différent de celui de la France, suivant qu'on opère en Chine, je prends un extrême, ou aux États-Unis. Et après, il y a effectivement la personne elle-même, l'entrepreneur, avec sa propre moralité et son propre programme d'individu, peut aller au-delà de ce que le cadre réglementaire impose. Merci. Alors, nous avons 3 autres questions en attente. Ma collègue, je vous laisse vous présenter. Bonjour Annie, bonjour messieurs et madame. Merci beaucoup de toute votre information. Je suis Marie-Christine Aritzald, élue au Chili. Donc, je suis en ce moment un porte-parole plutôt que c'est pas ma question. On me l'a envoyé par WhatsApp. Je rejoins ce que dit mon collègue du Japon, Thierry Consigny, car il y a un souci par rapport aux chambres de commerce. Pour les EFE, c'est très onéreux de s'associer ou de se faire membre. La directrice de la chambre de commerce me dit qu'elle estime qu'il y a environ 600 EFE au Chili, mais qui ne sont pas membres de la chambre de commerce. Et donc, elle est en train de présenter un projet staff pour avoir un fonds pour pouvoir obtenir, on pourrait dire, un cadrage ou savoir qui sont les personnes qui feraient partie de cette EF. En 2021, il y a un jeune entrepreneur français, Nicolas Perinetti, qui a créé Prisma Française. C'est une association où sont actuellement déjà 36 personnes ou EFE qui se sont associées. Il y en a une trentaine de plus qui souhaiteraient le faire. Donc la question qu'il me pose, c'est le fait de s'associer à FE International. Est-ce que ça va lui donner la possibilité d'avoir un SIRET en France ou une aide, tout au moins pour obtenir un SIRET en France, et vous venez d'en parler, obtenir la possibilité d'un compte bancaire en France? L'entrepreneur français de l'étranger n'aura pas de SIRET en France, sauf s'il ouvre lui-même une succursale ou une filiale. EFE International est une structure à part qui a été créée en France, qui a son siège social à Paris, et à laquelle peuvent participer au capital des EFE si elles le veulent. Autrement dit, un entrepreneur français au Chili peut prendre une action de EFE International. Il a créé un lien juridique concret, réel avec la France. C'est ce qui lui ouvre le droit, notamment au dispositif des VIE. Maintenant, il n'aura pas pour autant de numéro SIRET. Donc ça, je n'ai pas de réponse ou de solution à quelqu'un qui chercherait à tout prix un numéro SIRET. Moi, je l'inviterai dans ce cas-là à créer une structure en France. Donc la deuxième partie de la question, je ne sais plus, donc ça c'était le compte bancaire. Alors ça, c'est un vrai sujet sur lequel on travaille, l'ouverture d'un compte bancaire. Mais vous savez, vous, élus de la République, que ça ne touche pas que les entrepreneurs français de l'étranger, puisqu'il a fallu même un dispositif légal pour obliger les banquiers à ouvrir un compte bancaire. Donc ça va très loin. Les entrepreneurs sont logés à la même enseigne. On a beau arriver vers son banquier en lui disant « Voilà, j'ai un appartement qui coûte 300 000 € à Paris, je suis EFE, j'ai besoin de 100 000 € pour refaire les travaux dans mon restaurant, je veux tenter la star Michelin, j'ai 150 000 € d'investissement, je donne mon appartement en hypothèque », le banquier français refuse. Je n'en ai pas trouvé un seul qui accepte de prêter de l'argent à un Français qui vit à l'étranger et qui a pourtant du patrimoine en France. Alors, je ne vous parle pas s'il n'en a pas, c'est même pas la peine de l'évoquer. Donc on a un vrai souci, mais on est en train de l'adresser. On voit les banquiers les uns après les autres. On a réussi à convaincre quelques-uns de nous écouter déjà, de faire un effort d'écoute vis-à-vis de ces entrepreneurs. On ne renonce pas à cela, mais c'est clair qu'il faut qu'on apporte une solution à ces entrepreneurs français de l'étranger. À l'heure à laquelle je vous parle, cette solution n'a pas encore été construite. On est beaucoup plus avancé dans les autres aspects. La charity, donc j'envisage qu'on récolte 300 000 € pour venir en aide à des entrepreneurs en crise. La Covid, la guerre au Mali, la guerre en Israël, la guerre en Ukraine. On a des appels. L'État ne sait pas répondre à des entrepreneurs. L'État sait répondre à un individu. On va pouvoir mettre dans un avion monsieur ou madame. On ne va pas mettre dans un avion un entrepreneur ou une entreprise. Donc c'est à nous, privés, d'apporter une réponse. On y va.
Donc vous, élus de la République, vous n'avez qu'à attendre patiemment le résultat de ce travail. On va y parvenir. On a des appels déjà de pays, mais on n'est pas encore prêt. Mais je pense que dans 6 mois, 1 an, on aura un fonds qui va être constitué de donations de gens qui veulent concourir au succès de l'économie française à l'étranger. L'autre aspect, c'est-à-dire aller vers des entreprises qui marchent très bien et leur apporter des augmentations de capital, c'est en train de se constituer aussi. La partie faible du dispositif, ça reste quand même le banquier. Là, on a beaucoup de résistance, mais on y travaille. Merci. Donc, question suivante. On en a encore 3 en attente. Donc, question suivante de notre collègue président de la commission sécurité. Bonsoir, je suis Avram Benaïm. Je suis élu en Angola et je suis chef d'entreprise aussi. Donc, ma question, elle porte sur la relation parce que, Monsieur Tayeb, vous avez eu la gentillesse de dire on a besoin de vous, les élus, et nous, on est prêts à vous suivre, bien sûr. Mais ce que je regrette, c'est que bien souvent, les réunions des conseillers au commerce extérieur laissent les élus à la porte. Nous ne sommes pas conviés à leurs réunions. Vous pouvez applaudir. Merci. Donc c'est porte close pour nous. Donc, bien qu'on ait des prérogatives économiques dans notre mandat, normalement, on devrait recevoir la liste. Madame Roser, vous pourriez le dire, normalement, dans nos prérogatives économiques, on pourrait avoir la liste des entreprises françaises dans les pays à l'étranger. Je crois que c'est marqué quelque part, mais il faudrait regarder. Mais en tous les cas, moi, ce que je veux dire, vous nous appelez pour venir vous donner un coup de main parce qu'on connaît bien le terrain, parce qu'on identifie les entreprises que parfois vos conseillers au commerce extérieur ne voient pas, parce que parmi les conseillers au commerce extérieur, vous avez les grands groupes, Total, pas Subsea 7 parce que c'en n'est pas un, mais tous les autres. Mais nous, les petits entrepreneurs, tels que vous les définissez, on n'y est pas. Mais en tant qu'élu, la porte des conseils au commerce extérieur, la porte des conseillers et des réunions de commerce extérieur nous sont fermées et on ne participe pas aux réunions. Donc voilà, c'est simplement ça que je voulais rappeler. Non, alors, mais on est prêt à vous aider. Je vais répondre à... Oui, c'est normal que vous ne soyez pas invité parce que vous ne faites pas partie de l'association des CCE. On a des petites entreprises, des toutes petites. On a des moyennes et on a des grosses. C'est la diversité. En revanche, nos réunions sont très souvent chez l'ambassadeur. Je pense que là, dans ces cas-là, il faut qu'il ouvre un peu plus son champ de réunion. Je ne dis pas qu'à chaque réunion, on va inviter tout le monde. Mais en effet, il peut y avoir une réunion en vous invitant sur ce sujet-là, particulièrement des EFE. De toutes nos réunions ne sont pas sur les EFE. Hein. Pour répondre à la question d'avant, pour être EFE, on n'est pas obligé de faire partie ou des CCE ou de la CCIFI. Hein. Ce n'est pas une obligation. Mais pour vous inviter à toutes nos réunions, oui, ça c'est vrai que c'est des réunions pour les conseillers du commerce extérieur de la France, donc c'est normal qu'on n'invite pas forcément tous les élus. Hein. Il faut être conseiller du commerce extérieur. En revanche, il peut y avoir une réunion thématique sur les EFE où là, on vous invite. De même que vous ne nous invitez pas forcément à toutes vos réunions, hein, donc c'est un peu normal, quoi. On peut en reparler après ensemble. Merci. Alors, on a encore, les questions affluent, on a encore 3 questions en attente. On a toujours 3 questions en attente. À Madame, à Laurence et Lali. Oui. Merci Annie. Bonjour, moi je m'appelle Laurence Elélie Chapuis, j'habite en Irlande et je voudrais vous faire part simplement de mon expérience. Alors nous, ça fait déjà plusieurs années qu'on a lancé un recensement des entreprises françaises en Irlande. Je n'avais pas la moindre idée que vous travailliez sérieusement sur ce sujet parce que sinon je vous ferais volontiers parvenir la liste que nous avons réussi à constituer. Et pourquoi est-ce que nous avons fait cette liste? C'est justement pour le sujet dont vous parlez, c'est qu'en cas de crise, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on aide les entreprises? Et je voudrais prendre un exemple. Par exemple, pendant la crise Covid-19, nous n'avons pas un seul restaurateur qui a fermé. Alors, c'est qu'un exemple, parce qu'on a aidé plusieurs sortes d'entreprises, mais notamment pour les restaurateurs, c'est peut-être l'exemple le plus parlant, parce qu'on a réussi à se faire financer par l'Irish Times pour... demander aux restaurateurs de continuer à préparer de la nourriture et nous donnions ces portions de nourriture au public les plus vulnérables. Donc on n'a pas un seul restaurant français qui a fermé en Irlande pendant cette période. Nous avons mis en place d'autres projets sur d'autres situations et nous travaillons régulièrement avec ces entrepreneurs. Et d'ailleurs, une association a été créée en Irlande et qui rassemble les petits et moyens entrepreneurs en Irlande qui sont au nombre de presque 300.
que nous avons recensés dans une petite île de 5 millions d'habitants. Donc je pense que nous sommes pas trop loin du compte. Pour reprendre par contre ce que disait mon collègue Abraham Benaïm, effectivement, nous apprécierons d'être plus souvent associés à vos travaux parce que tout simplement, ça évite les doublons. C'est-à-dire que nous travaillons sur un sujet, puisque nous avons effectivement une de nos compétences qui est liée à votre cœur de compétences à vous aussi. Et donc, on travaille sur certains sujets et c'est un petit peu dommage que vous travailliez sur le même sujet et en parallèle. Donc, c'est vrai que nous apprécierons d'être un peu plus souvent associés, que ce soit pour les CCEF. Alors, peut-être qu'on peut imaginer un moment dans l'année où les conseillers des Français et les CCEF pourraient dialoguer ensemble dans un but de travail, parce qu'on se rencontre effectivement régulièrement, mais on n'échange pas forcément sur le sujet de travaux. Merci Laurence, on va peut-être laisser la place aux réponses. Et pour les chambres de commerce, peut-être aussi nous inviter à vos événements. Peut-être que vous pourriez faire dès demain un petit mot pour l'ensemble des chambres de commerce et leur proposer d'inviter les élus à vos événements. Merci. Sur ce sujet, puisqu'on me permet de répondre juste une minute sur ce sujet qui est répété. Bon, d'abord, dans les réunions que nous avons aux ambassades, on a parfois effectivement des sujets qui sont de l'ordre de l'intelligence économique. Donc on a besoin effectivement parfois de confidentialité et on ne peut pas discuter effectivement avec des portes et des fenêtres ouvertes sur certains thèmes. Par contre, l'idée de ne pas inclure le réseau des 400 élus que vous êtes est absolument un non-sens pour moi. Donc il est clair qu'on doit vous impliquer dans un schéma à construire pays par pays. Je pense que bon, c'est Sophie qui est la présidente et je pense qu'elle vous écoute, mais si le message part vers tous nos comités de l'étranger en vous demandant de vous inclure dans certaines réunions pour que des thèmes soient évoqués, c'est fondamental. On ne pourra pas réussir le projet EFE par exemple et d'autres sans votre apport, et vous avez besoin de savoir ce qui se passe aussi pour le reporter vis-à-vis des gens qui vous ont élus. Alain, tu sais que Patrick Martin m'a demandé de reprendre l'international du MEDEF. C'est la première chose qu'on a fait, c'est d'inviter des politiques. Au MEDEF, par exemple en Isère, dans mon petit MEDEF, la première chose que j'ai faite, c'est d'inviter les nouveaux sénateurs qui ont été élus, quel que soit le bord, évidemment. Mais on ne peut pas les avoir à chaque réunion, c'est ce que je voulais dire, je me suis mal exprimée. Évidemment qu'on ne peut pas avancer sans vous. Et inversement, je pense. Donc il faut prévoir, comme tu l'as dit, organiser une réunion avec les élus, puis se revoir régulièrement aussi pour voir l'avancée des sujets, des travaux, pas faire les choses chacun dans notre coin, c'est vrai que c'est une perte de temps. Oui, je partage échange de bonnes pratiques, évidemment. Complètement cette opinion concernant les chambres de commerce. En tant que tel, un élu ne doit pas être membre d'une chambre de commerce parce qu'il est élu. C'est mélanger les affaires et la représentation des Français. C'est quand même pas la même chose. En revanche, créer une structure de dialogue de façon à ce qu'on comprenne ce que vous apportez. En plus, vous êtes par définition influent dans les communautés françaises, dans le pays dans lequel vous avez été élu. Ça ne peut être que bénéfique et pour la chambre de commerce et pour les conseillers et pour vous-même. Donc oui, et c'est à construire. Et puis, c'est un de nos 5 piliers des CCE, conseil au pouvoir public. Donc, c'est la meilleure façon de le faire. Pardon. Alors, on a encore 3 questions. Je suis désolée. Enfin, permettez-moi, je suis obligée de respecter les consignes et les questions sont réservées à nos collègues élus AFE. Je suis vraiment désolée. Mais vous savez que nous avons le temps d'échange durant le cocktail. Après, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez à nos intervenants ou alors faire toutes les suggestions que... Enfin, voilà. Alors, donc on a 3 questions. Je demanderai à aux personnes qui prennent la parole pour poser des questions d'être bref, synthétiques. Florian Bohème. Oui, merci, chère Annie. Bonjour à tous, Florian Bohème du Cambodge. Une question très simple et très courte. Je ne demande pas que la réponse soit aussi courte et elle peut être après. J'ai suivi avec beaucoup d'attention le déploiement des VIE sur les EFE. Je sais qu'au Cambodge, on a eu l'occasion d'accueillir notre première VIE, notamment dans le groupe Thalias, chez mon ami Arnaud Darc. Une question assez simple sur la protection sociale des EFE et des entrepreneurs français à l'étranger. Je crois qu'il y a eu
une petite imprécision dans la présentation en début sur la CFE. Aujourd'hui, malheureusement, c'est une large minorité de Français de l'étranger qui sont à la Caisse des Français de l'étranger. Et donc la question est de savoir comment est-ce que vous, EFE, travaillez sur ces sujets-là, justement dans les dynamiques qui vous tiennent à cœur quand on est chef d'entreprise, de network, et donc notamment de travailler avec la CFE, mais avec d'autres organismes pour garantir la protection sociale des entrepreneurs français à l'étranger. Bon, alors, je peux commencer si tu veux. Donc, c'était l'objet de notre réunion cet après-midi, justement. Comment faire mieux connaître ces conditions de sécurité? Alors, d'abord, chaque entreprise est un peu libre de faire ce qu'elle veut. On ne peut pas leur imposer de prendre une assurance supplémentaire ou différente de celle qu'elles auraient actuellement, enfin, celle qu'elles auraient. C'est vrai qu'avec la CFE, on a eu... C'est rigolo parce qu'on a fait un cas pratique. J'ai appelé un de mes directeurs dans mon entreprise pour savoir est-ce qu'elle avait la CFE. Il m'a dit, bah, ça tombe bien que vous m'en parliez parce que le directeur avant moi est parti à la retraite. Il est rentré en France et il n'a pas eu d'assurance parce qu'il était plus français ou il n'avait pas travaillé en France 15 ans. Donc en effet, souvent on ne pense pas à sa retraite et on ne pense pas reprendre sa retraite en France et puis on se rend compte qu'on est mal assuré. Donc, ce que j'ai proposé cet après-midi, moi, c'est de prévenir déjà tous nos CCE, nos 4500 CCE, qui ont dans leurs entreprises beaucoup de Français, pour les prévenir de leur assurance, quoi. Tout simplement leur dire ce qu'il existe, quelles sont les conditions, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Alors après, ça peut être payé par l'entreprise ou alors ça peut être payé par le citoyen. C'est peut-être pas la même chose. Si c'est l'entreprise qui vous le paye, c'est peut-être plus facile. Si c'est vous, vous n'avez peut-être pas envie de le payer. Mais bon, donc voilà. Donc on en a parlé cet après-midi. Je vais en effet en parler à tout notre réseau. Je pense qu'Arnaud, tu es pas mal placé aussi pour ces sujets-là, où tu connais bien. Et Oui, non, sur les assurances, c'est évidemment au niveau individuel des entreprises. C'est juste créer une explication qui soit meilleure pour faire comprendre en quoi souscrire à la Caisse des Français de l'étranger est favorable et important. On sait tous que le problème d'une petite entreprise, quand elle démarre, c'est qu'elle veut dépenser le moins possible. Et donc, le cash flow étant serré, tout ce qui n'est pas indispensable devient superflu ou non considéré. Donc, c'est vraiment de l'information. Mais je ne pense pas qu'on puisse aller au-delà de l'information. Mais en revanche, l'information est très utile. On est quand même complètement dans la liberté d'entreprendre, hein. Moi, personne ne m'a obligé d'aller au Cambodge et de créer mon entreprise. C'est un choix personnel, non pas à travers une filiale d'une société que je crée en France, mais une entreprise de droit local. Je décide de ma vie, je décide de mon projet. Je décide également de ma façon de couvrir ma santé et ma retraite pour moi et mes salariés dans l'environnement dans lequel je me trouve. Donc, après qu'il y ait une information qui arrive vers les individus, enfin, l'entrepreneur est quelqu'un qui fait ses choix et qui est éclairé. Donc maintenant, beaucoup de gens vont se dire, moi je ne compte pas revenir en France, je vais plutôt prendre un système de retraite anglo-saxon, ça me convient très bien, je ne vais pas cotiser à une retraite française. Et je vais prendre une assurance maladie locale. Voilà, l'essentiel c'est que chaque personne trouve le dispositif qui lui convient. Pardon ? Non, mais je ne pense pas que dans nos dispositifs qu'on évoque depuis le début, on envisage de faire des aides pour venant de l'État français vers des entrepreneurs français de l'étranger. Je pense que ce n'est pas du tout dans notre plan de travail. Il s'agit simplement, par le secteur économique privé, de leur apporter des solutions, des pistes, des idées du privé vers le privé. L'État doit voir ça avec beaucoup de bienveillance, sans qu'il ait nécessairement besoin de mettre la main à la poche. Et personnellement, je ne vois pas pourquoi l'État français irait contribuer économiquement à la vie des entreprises de Français de l'étranger. Il n'y a pas de sens. Merci. Alors, je vous propose, on prendra encore 3 questions seulement. Donc, Christophe Lejeune, ensuite Rosiane et Pascal Bourbon, derrière vous. Là. Bonjour. Madame la Présidente, c'est vraiment superbe de vous voir, puisque vous venez d'être élu. Et donc, je suis CCE aux Philippines. Quelle est votre analyse aujourd'hui, puisque avant il semblait y avoir un peu de réticence concernant les élus qui ont une double casquette, élus et CCE. Et Arnaud, bonjour, on s'était vu à Singapour il y a quelques années avec Jean Samuel. D'accord, alors moi je viens d'arriver, donc je peux dire que je n'étais pas au courant.
Réticence, non. Je l'ai exprimé tout à l'heure. C'est important de se connaître, de travailler ensemble sur un calendrier. Maintenant, il faut laisser aussi les politiques et les entreprises, c'est pas la même chose. Donc, on peut pas vous avoir à toutes nos réunions CCE. Ah, c'était pas ça la question? Ah oui, CCE. Ah non, ça ne me dérange pas. Ça, oui, il est CCE, il est chez nous, point barre. Il vient à toutes les réunions, évidemment, il est CCE, il a son entreprise. Non, c'est pas la même question, parce que quand vous allez venir, c'est en tant que CCE. Donc vous n'allez pas parler. Ah, c'était un problème dans le passé, et c'est... Oui, d'accord. Aujourd'hui, il y a une nouvelle présidente, donc elle décide différemment, c'est pas un problème. Très bien. Oui, je ne vois pas pourquoi ça serait un problème d'être élu et d'avoir un métier. Donc, non, au contraire, merci. Merci, parce que comme ça, on aura au moins la parole des élus en direct chez nous. C'est pas plus mal. Oui, je vous propose de poursuivre les échanges après le moment du cocktail. Deux questions encore rapides, et puis autant dans les questions que les réponses. Alors, Rosiane, et ensuite Pascal Bourbon. Merci beaucoup, Annie. Rosiane Umbo Monteverde, élue pour le Qatar et Bahreïn et représentant le Moyen-Orient et l'Asie centrale à l'Assemblée des Français de l'étranger, où j'ai l'honneur de présider la commission des lois. Merci beaucoup à tous les trois pour votre intérêt, cet exposé. Je me réjouis aussi de cette synergie, parce que comme vous l'aviez indiqué, Madame Sido, souvent, nous autres Français, chacun dans son couloir, et on ne marche surtout pas sur les plates-bandes des petits camarades. Une synergie, mais qui interroge cependant sur le nombre d'acteurs. Parce qu'aujourd'hui, ça devient un petit peu difficile en termes de lisibilité entre la BPI, Business France, les CCI, les EFE maintenant, et c'est formidable. Donc on a identifié, et je pense que j'en ai oublié un, mais comment ? Les CCEF, évidemment, sans oublier les services économiques des ambassades. Ça fait beaucoup d'interlocuteurs qui chacun interviennent sur un petit bout de l'échiquier. Les EFE, je comprends qu'on est au stade aujourd'hui de l'identification. C'est M. Vessier qui disait passer du concept à la donnée. Je trouve ça très bon. Donc le concept est identifié. J'ai comme l'impression qu'on est sur la phase de récolte de données. Mais moi, j'irais même encore un petit peu plus loin, le passage à l'action. Donc concrètement, je suis moi-même EFE, alors libérale parce que avocate de métier, mais concrètement, quelle va être la plus-value pour un EFE d'appartenir en fait à ce nouveau réseau et d'avoir ce label? Concrètement, quel va être l'intérêt pour un EFE qui notamment a déjà réussi de vous rejoindre? Merci. C'est hyper simple. Hein. On avait répondu en partie déjà, je ne vais pas être long, je vais laisser la parole. Il y a effectivement beaucoup de choses. Enfin, on est déjà dans l'opérationnel, nous. Hein, on n'a pas attendu effectivement le recensement. Les comités que j'ai indiqués tout à l'heure existent. Il y a un comité finance qui travaille sur les 3 leviers, la charity, le crédit moyen et long terme et l'apport en capital. On travaille dessus pour avoir des résultats concrets, comme on le ferait pour nos entreprises. Moi, je ne sais pas dérouler un projet dans mon entreprise si je n'ai pas coché la case finance. Donc, on procède de la même façon et on va y arriver. Ça sera plus difficile avec les banques, vous l'avez compris, au milieu, mais on va y arriver. À part ça, il y a également beaucoup de services qu'on essaie de développer et on écoute les EFE aussi, parce qu'il y a peut-être des choses auxquelles on ne pense pas aujourd'hui et dont les EFE ont besoin et sur lesquelles on essaiera de travailler tous ensemble. Mais bon, je l'ai indiqué, mais je vais peut-être laisser la parole aux autres invités sur ces sujets. Mais en tout cas, on est très opérationnel. Les groupes de travail existent. Concrètement, aujourd'hui, pratico-pratique, grâce à l'EFE, vous pouvez avoir un VIE. La porte d'entrée, c'est Business France, mais vous pouvez avoir un VIE. Ça, on ne pouvait pas l'avoir avant. Donc ça, aujourd'hui, c'est ça la carte pratique. Demain, si on arrive à être plus reconnu et mieux connu, on pourra avoir ce fonds dont parle Alain, on pourra avoir ce label France dont parle Alain, mais pour l'instant, il faut les identifier. Aujourd'hui, concrètement, grâce à Alain, il faut le dire, on peut avoir des EFE, c'est quand même des VIE, c'est quand même un sacré progrès, parce qu'avant, l'EFE, qu'est-ce qu'elle avait concrètement? Pas grand-chose. Oui, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'actions qui sont en cours sur ce sujet. C'est un concept compliqué de mettre en place ces EFE qui jusque-là n'existaient pas ou ne voulaient pas être considérés en tant que quantité. Et je trouve que ce qui a été fait en quelques mois est quand même assez réel et qu'il y a beaucoup de pistes.
Et peu à peu, on identifie les problèmes des EFE aussi, qui ne sont pas tous les mêmes. Et puis enfin, je dirais, même pour une EFE qui réussit, qu'une entreprise réussisse ou réussisse pas, son environnement est toujours fragile. Et donc, on a besoin de support et de soutien, quel que soit le moment du développement d'une entreprise. Moi, j'estime qu'on est devenu un grand groupe. J'ai toujours besoin du support et d'un écosystème le plus puissant possible autour du groupe. Il n'y a pas de moment où on puisse se dire « je ne crois pas à l'entreprise stable ». Ça, c'est et pérenne, juste qui est sur un plateau. Donc, Merci. Merci à vous. Alors, question concise, Pascal Bourbon. Absolument. Et ensuite Pascal Bourbon, donc élu à Barcelone, CCEF et EFE. Merci d'être présent parmi nous. Un sujet très intéressant, donc, porté par la Commission des développements durables et du commerce extérieur, vu le nombre de questions. Moi, j'ai une question très précise qui, je crois, sera utile à mes collègues. Comme le mentionnait Abraham, nous connaissons tous des petits entrepreneurs et vous avez mentionné que tout le monde ne peut pas être EFE. Et les EFE ne sont pas forcément membres de la Chambre de commerce, ce que je comprends, ne sont pas forcément, encore moins CCEF. Mais est-ce que vous pourriez nous dire rapidement des critères d'éligibilité pour être labellisé EFE? Est-ce qu'il y a des critères de taille, de capital social, de secteur? Merci. Il faut peut-être repréciser, Sophie, si tu permets, ce sujet. En fait, juridiquement, une EFE est une EFE. Si tu crées ton entreprise en Chine avec 20 Français, que tu importes des produits chinois pour les vendre exclusivement en Australie, ta contribution au commerce extérieur de la France, elle est égale à 0. Pourtant, juridiquement, tel que les sénateurs l'ont défini, c'est capital majoritaire, donc les Français détiennent dans le pays majoritairement le capital et détiennent le pouvoir de direction, la présidence ou la direction générale. Les deux critères sont importants, sont indispensables pour être qualifié d'EFE. Donc juridiquement, cet entrepreneur que j'ai décrit sera EFE. Maintenant, dans la proposition des sénateurs, ce qui est prévu, c'est de nous laisser, nous, entrepreneurs privés, c'est-à-dire essentiellement CCI et CCE, pays par pays, le soin de délivrer le label. Et le label, par contre, effectivement, c'est un label qui ne sera pas donné à tout le monde. Sinon, il n'y aurait pas de label. Il sera donné à des gens qui ont soit un lien économique avec la France, soit un appétit à le développer. Je crée mon entreprise, je n'ai pas encore de données, je n'ai pas encore de chiffre d'affaires à prouver, mais j'embauche un VIE et je vais développer mon business avec la France. Le secteur économique dans ce pays me connaît, je suis un homme ou une femme de parole, on me fait confiance, on donnera le label. Donc on aura des EFE qui auront le label, celles qui coopèrent à ce vaste projet de participation au rayonnement économique de la France, et d'autres EFE qui n'auront pas le label. Alors j'ai les consignes, pardon, j'ai vraiment la consigne de continuer parce qu'on voudrait conclure et c'est fascinant parce que le sujet intéresse. Et si tu autorises, c'est très important, c'est-à-dire que ce soit pour les chambres de commerce, que ce soit pour les conseillers du commerce extérieur ou pour les EFE, le but, c'est le lien avec la France. Moi, je passe mon temps à expliquer qu'une chambre de commerce n'a de justification que dans le commerce bilatéral entre la chambre dans le pays dans lequel elle est et la France. Sinon, ça devient un club d'affaires. Les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais une chambre de commerce, l'objectif, c'est l'influence bilatérale, l'intérêt bilatéral, le commerce bilatéral. Les EFE, c'est exactement la même chose. C'est dans la mesure où c'est une entreprise dirigée par des Français qui est intéressée au commerce avec la France. Pour moi, c'est vraiment la ligne directrice. Alors, on me dit que le centre va fermer, c'est ça, à 19h30 ? D'accord. Alors, le point on voulait conclure avec l'état des chantiers législatifs. Abdelrani, tu as la possibilité de faire une présentation extrêmement rapide si tu viens au pupitre. 1 minute, vraiment très rapide, parce que c'est important, tout ça est lié. Et en tout cas, on est heureux d'entendre toutes ces questions parce que ça prouve que le sujet suscite de l'intérêt. Et je le rappelle, le cocktail, donc 1 minute, Abdelrani, sur les chantiers législatifs. Oui. Le micro doit être en route. Écoutez, bon, je suis un peu déçu parce que le débat n'a pas été très inclusif.
maintenant, aujourd'hui, il y a au Sénat français, il y a une proposition de loi qui a passé le Sénat, qui est à l'Assemblée, et qui parle des entreprises, des entrepreneurs français à l'étranger, puisque ce sont des personnes physiques qui créent des structures de personnes morales. En fait, moi, je ne vais pas faire tout le cadre législatif. J'avais préparé un travail plus long pour parler 5 minutes. Là, maintenant, j'ai 1 minute, donc ce n'est pas suffisant. Je vais aller à la chute. Je vais aller directement à la chute. C'est qu'en 2020-2021, il y a eu un rapport au Sénat français de Jackie Deromédy qui a parlé de l'impact de la crise sanitaire sur les Français de l'étranger, sur les entrepreneurs. Je rappelle que tous les entrepreneurs français à l'étranger ne sont pas riches. La plupart, ils ont entre 1 et 5 salariés. Ils ont beaucoup souffert pendant la période Covid. Et c'est là qu'on a compris qu'entrepreneur français à l'étranger ne veut pas dire quelqu'un qui a beaucoup d'argent. C'est faux. C'est archi faux. Parce que là, on discute, c'est comme si on avait des multinationales. Ce n'est pas vrai. Je connais beaucoup d'entrepreneurs français à l'étranger qui ont des difficultés à finir les mois et à payer l'école de leurs enfants. Alors, je continue. 70% des EFE ont connu une baisse de chiffre d'affaires. Mais je vais aller surtout... Donc, les entrepreneurs français à l'étranger sont rarement financés par des banques locales ou par des banques françaises. 75% s'autofinancent. Et pendant la période Covid, et ça c'est le point le plus important, France Relance a oublié les entrepreneurs français à l'étranger pendant qu'on distribuait 100 milliards d'euros en France et en métropole, on a discriminé ces entrepreneurs qui sont restés en souffrance. Et je pense que c'est ça qui a réveillé tous les conseils des Français de l'étranger pour défendre cette partie de la France qui travaille au rayonnement de la France et à son image. Après, l'Association française du monde, ADFE, a fait un travail vraiment de recherche et de localisation, mais aussi de faire un reporting. Alors, elle a trouvé, elle est arrivée à des conclusions que j'aimerais bien vous donner, parce qu'elles sont importantes, que 52,5% des entrepreneurs à l'étranger qui sont français n'emploient que 1 à 10 salariés. C'est pour ça que je vous ai dit que ce sont de très petites entreprises. Que 35% ont été incertains quant à l'avenir et beaucoup ont quitté la France après la période Covid. Et c'est pour ça qu'il faut cartographier ces entrepreneurs français à l'étranger pour 2 raisons. La première, d'abord, pour qu'on sorte de ce déficit du commerce extérieur qui est structurel et qui est vraiment énorme, et deuxièmement aussi pour que ces entrepreneurs soient reconnus. Et puis pendant la crise sanitaire, 85% n'ont bénéficié d'aucune aide, ni de la France, ni des pays d'accueil. Voilà, donc il faudrait un dispositif exceptionnel, il faut que les banques françaises soient un appui avec des crédits ou avec des aides pour ces entrepreneurs français pour qu'ils puissent être les meilleurs ambassadeurs de notre industrie, de notre production et de notre économie. J'ai fait court, hein ? Je précise. En conclusion, le ministre en a parlé ce matin. Il y a en effet cette proposition de loi qui a été votée au Sénat et qui est en cours d'inscription à l'agenda de l'Assemblée nationale. Et je crois qu'on a aussi tous intérêt à chercher à faire en sorte qu'elle aboutisse. Ça, c'est très important. Et je vous remercie. Merci pour votre intérêt. Je laisse la parole en conclusion à notre présidente Hélène de Grise. Alors rassurez-vous, je vais faire très court parce qu'en fait, on m'a indiqué qu'il y avait un cocktail qui nous attendait et qu'on n'a pas interdit certaines personnes de parler pour ne pas les autoriser à boire tout à l'heure. En fait, je n'ai pas grand-chose à ajouter au sujet de la table ronde, si ce n'est 2 choses. C'est que les Français aiment les acronymes et que les EFE, les FDE, les CAF ont beaucoup de talent. En conclusion, je pense que c'est une journée assez exceptionnelle qu'on vient de vivre aujourd'hui, nous, élus AFE, dans ce cadre quand même magnifique dont je ne me lasse pas. J'avoue que je regarde le ciel très régulièrement, ce qui donne des photos assez intéressantes. Les échanges et les travaux ont été fluides, inspirants, et je pense qu'ils nous marqueront dans le cadre de ce mandat. J'aimerais faire une petite analogie à Roger Federer, que vous connaissez tous, le tennisman. Quand on le regarde, ça a l'air très fluide, très facile. Et quand une journée comme celle-ci se passe de manière si fluide, si facile, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait en amont.
Et j'arrive à ma conclusion, c'est de remercier sincèrement et vraiment fortement les équipes du secrétariat général et les équipes du CESE, parce que sans elles, ça n'aurait pas pu se faire de cette manière. Et je vous invite à les applaudir très fort. Alors, je vous donne d'abord rendez-vous au bar. Et à nos élus AFE, rendez-vous demain matin. Les travaux de commission commencent a priori pour toutes les commissions à 9 h et le centre de convention ouvre à 8 h. Je vous souhaite une excellente soirée et la séance est levée.